Salut à toutes et à tous, c'est le rebelle capitaliste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse graphique. Aujourd'hui, analyse graphique sur un graphique. Mais regardez-moi ce graphique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'on a fait. Voilà, voilà. Hein, voilà ce qu'on a fait. Voilà le résultat de nos actions, de la psychose collective. Hein, je dirais de l'hystérie généralisée qu'on a connue début 2020 et toute l'année 2020 et presque aussi 2021. Voilà. Voilà, regardez-moi ce choc, regardez-moi ces oscillations. Ah, c'est évidemment pas un fonctionnement normal de marché. C'est quelque chose qui a été provoqué par nos actions stupides et on va en devoir payer le prix. Alors, je veux pas faire de misérabilisme, mais je dirais il y a de la souffrance derrière ce graphique. Il y a de la souffrance derrière ce graphique. Il y a des gens qui souffrent derrière ce graphique. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hein. On n'a pas forcément voulu ce qui s'est passé en 2020. Voilà, mais derrière ces mouvements, bah, il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui comprennent pas ce qui leur arrive, il y a des gens il y a des gens qui souffrent derrière ce graphique. Donc voilà, c'est ça que je vois aussi. Ça me fait de la peine, honnêtement. Hein. Parce qu'après, vous allez avoir des gens qui vont vous dire: Ah oui, bah, t'as acheté le pétrole début 2020, t'as acheté du pétrole début 2020, voilà, t'as profité, t'es un méchant. T'es un méchant. Voilà. T'es un salaud, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi si les prix augmentent aujourd'hui. Voilà. Hein. Ah non, je suis désolé, mec. Moi, j'ai acheté le pétrole en 2020. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin d'en acheter. Vous allez vous priver de pétrole? Vous allez faire sans? Hein. Vous allez vivre sans pétrole? Sans le plastique, sans tout ça? Vous allez vivre sans tout ça? On a besoin de pétrole si demain, si demain il n'y a plus de pétrole. S'il n'y en a plus assez, vous vous rendez compte? Tous ces gens qui ont besoin de pétrole pour se déplacer, pour aller travailler, etc. Voilà. Voilà, moi j'ai acheté le pétrole en 2020, oui. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait besoin d'en acheter. Voilà, tout simplement. Parce que le marché était sous-alimenté en capitaux au niveau du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, vous pensez, des gens en février-mars 2020? Des gens qui intervenaient sur le pétrole et dont la vie dépendait de ce business. Et ils se sont dit: mais on va plus jamais investir. On n'est plus prêt d'investir. On peut se prendre du jour au lendemain un confinement sur la tête et on peut quasiment tout perdre du jour au lendemain comme ça. Parce qu'une population stupide a décidé de faire n'importe quoi, de surréagir, d'être complètement psychotique, voilà, hystérique. Donc voilà, c'était évident qu'avec cet excès en 2020, les intervenants de marché n'allaient plus investir sur le pétrole, n'allaient plus investir. Et c'est la raison pour laquelle il fallait investir. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est moins évident. Le prix du pétrole a retracé, logiquement, parce que justement, les intervenants intelligents de marché se sont replacés sur le pétrole en disant: bon, bah, il manque de capitaux là-bas, donc il faut aller en amener. Et donc, il a été amené, mais aujourd'hui, je pense que on n'a pas fini l'augmentation. Donc, bah, si vous avez raté l'augmentation en 2020, si vous avez arrêté le coche, bah, c'est peut-être le moment de se positionner. Voilà. Hein. À vous de voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est prêt pour un nouveau rallye à la hausse jusqu'à 150, jusqu'au plus haut historique, ça c'est clair. Voilà. Alors j'explique ce graphique. Donc vous avez, je dirais, les courbes sombres, hein, grises et bleues, je ne vais pas détailler, mais entre ces deux courbes. Mais globalement, en fait, ces courbes montrent la différence entre un prix euh, long terme et un prix court terme. Donc, vous avez sur le marché du pétrole, du baril, vous avez, comment dire, évidemment, des contrats, des produits dérivés qui permettent de pricer, qui permettent de donner un prix au baril à un mois, au baril à 6 mois, au baril à 12 mois, etc. Ça permet aux clients, aux fournisseurs, enfin bref, à tous les acteurs de s'assurer finalement sur la volatilité des prix. Et donc parfois il est intéressant d'acheter le baril à un mois, parfois il est intéressant d'acheter le baril à 12 mois, etc. Évidemment, vous payez une prime quand vous le payez à 12 mois, etc. Bon. Et donc, en toute logique, normalement, le prix du baril à un mois est un petit peu moins cher que le prix du baril à 12 mois, parce que le prix du baril à 12 mois, forcément, intègre une prime d'assurance, une prime de risque, finalement, parce que plus vous vous éloignez dans le temps, moins vous savez ce que va être le prix du baril à long terme. Et donc, la logique est celle-là. Simplement, eh bien, vous avez des périodes comme la nôtre depuis 2020 où on est à fond renversé et où grosso modo on a fait n'importe quoi. Et donc on a des aberrations de marché.
enfin, ce n'est pas le marché qui a créé les aberrations, le marché ne fait que répercuter les aberrations qui ont été provoquées par des décisions discrétionnaires, stupides, déraisonnables, et qui nous ont bien fait marrer probablement début 2020, au niveau du pétrole en tout cas, hein, quand je me souviens quand on nous expliquait que comment dire, le prix du baril était négatif, ça faisait bien rigoler les gens. Ah, regardez, le marché, ça marche n'importe comment, le prix du baril est négatif, comment c'est possible, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on va beaucoup moins rire parce que c'est l'inverse qui se passe, et donc je vais vous expliquer en détail ce graphique. Alors, donc, pour revenir sur les courbes sombres, donc vous avez ici, c'est comment dire, le prix du baril à 12 mois moins le prix du baril à 1 mois. Voilà, donc il y a une différence entre ces deux prix, prix baril du 12 mois et prix du baril à 1 mois. Donc quand le prix du baril à 12 mois est plus élevé que le prix du baril à 1 mois, eh bien vous êtes au-dessus de la courbe rouge. Et donc c'est ce qui s'est passé en 2020, suite au confinement discrétionnaire et arbitraire des États, différents États, largement soutenu par les populations, il faut le dire. Et donc début 2020, nous avons eu ce qu'on appelle un contango. C'est une sorte de bancarisation inverse. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. En gros, le prix du baril à 1 mois ne valait quasiment rien, et le prix du baril à 12 mois valait très cher. Enfin, beaucoup plus cher, en tout cas relativement par rapport au prix du baril. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les économies, et donc on s'est retrouvé d'un coup avec tout un tas de stocks de barils dont on ne savait que faire, puisque les gens ne sortaient plus conduire, n'utilisaient plus leur voiture, etc. Et donc on s'est retrouvé avec énormément de pétrole sur les bras sans savoir quoi en faire. Et donc à ce moment-là, le prix du baril à très court terme ne valait quasiment rien. Alors que, évidemment, on se disait, bon, cette situation ne va pas durer, donc dans 12 mois, le prix du baril sera beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant à très court terme. Puisque dans 12 mois, il est probable que cette situation se soit résolue. Et donc, vous avez eu un contango, c'est-à-dire que le prix du baril à très court terme était très, 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 très largement inférieur au prix du baril à 12 mois. Normalement, on a une différence, certes, entre le 1 mois et le 12 mois, par exemple, mais bon, c'est la prime de risque, elle est assez légère, enfin voilà. Mais là, on a eu, vous voyez, ce pic début 2020, février 2020, mars 2020, où on a eu donc cette période de contango. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Comment dire, il y a beaucoup d'intermédiaires sur le marché pétrolier, hein, donc il y a beaucoup de dérivés, etc., et puis aussi d'intermédiaires, des gens qui sont des acheteurs et revendeurs, ce qui permet de créer tout un écosystème, ce qui permet de couvrir un petit peu tout ce monde, hein, donc on dilue le risque entre tous les acteurs, donc en temps normal ça marche bien, sauf qu'à ce moment-là, évidemment, ils ont été pris au dépourvu, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on tombe dans ces excès d'irrationalité liés à la crise sanitaire, et enfin à ce qu'on a appelé la crise sanitaire. Et donc, vous aviez des intervenants de marché qui avaient acheté des contrats pardon, sur du baril, sur des quantités de pétrole, sur un nombre de barils, et qui donc normalement doivent revendre ces contrats finalement. Donc ils jouent un rôle d'intermédiaire, d'assureur, au sein enfin, qui ne sont qu'un maillon au sein de cette chaîne entre le producteur et je dirais celui qui délivre le diesel et l'essence in fine au client. Et donc ces gens-là pensaient recevoir le baril de pétrole dans leur jardin, voilà, ou en bas de leur bureau à Wall Street. Sauf que à ce moment-là, eh bien, personne ne voulait leur prendre ces barils. Personne ne voulait de ces barils, puisqu'on n'en avait plus besoin. Voilà, comment dire, les vendeurs d'essence et de gasoil n'en voulaient pas. Et donc, ces contrats intermédiaires n'ont pas été rachetés. Et donc, vous aviez des traders, peu importe où, au Texas, à Wall Street, etc., qui se retrouvaient du jour au lendemain avec leurs contrats sous les bras, qui arrivaient à une échéance fixe. Je ne sais pas, moi, par exemple, à la fin de la semaine, on leur disait, bah, écoutez, le contrat stipule qu'à la fin de la semaine, on doit vous livrer tant de barils chez vous. Voilà, donc merci de nous indiquer la marche à suivre, comment on vous livre ces barils chez vous, quoi. Alors bon, quand vous êtes Total, Shell, etc., que vous êtes du métier, ça va, mais quand vous êtes juste un intermédiaire, vous savez pas quoi en faire de ces barils. Vous n'allez pas récupérer des barils dans votre jardin, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont fini par vendre à perte leurs barils. C'est-à-dire qu'ils disaient, bah, écoutez, non seulement je vous donne mes barils que j'ai en contrat, mais en plus de ça, je vous donne de l'argent pour recevoir mes barils.
Donc c'est pour ça qu'on a eu un prix négatif sur le pétrole quelques jours, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être très durable cette situation, c'est une aberration de marché, donc ça a vocation à retrouver un équilibre quand même. Donc vous voyez ce pic quand même qui est assez bref, hein, début 2020. Mais on a eu quand même pendant quelques temps un prix négatif sur le pétrole. Un prix donc contango. Aujourd'hui, nous avons la réciproque, hein, parce que début 2020, on a bien rigolé. On était bien content d'avoir un prix de pétrole négatif. Simplement que tous les gens sérieux savaient très bien qu'il y aurait un retour de bâton. Et tous les gens sérieux ne rigolaient pas du tout à ce moment-là. Et on savait très bien qu'on allait avoir une backyardisation, donc une inverse, hein, par rapport à ce phénomène de contango. Et la backyardisation, eh bien, c'est donc l'inverse. Ça veut dire que donc vous avez un prix à un mois qui excède très très largement le prix à 12 mois. C'est-à-dire que vous pensez que le marché est sous-alimenté et moindrement fourni en pétrole, et donc vous avez besoin maintenant de pétrole. Il n'y a pas assez de pétrole et vous en avez besoin maintenant. Donc vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher le 1 mois par rapport à 12 mois, parce que vous dites dans 12 mois, bon, la situation se sera stabilisée, ces écarts, cette tension se sera stabilisée, etc. Mais en tout cas, maintenant, j'ai besoin de pétrole. J'ai besoin de pétrole parce que les gens demandent de pétrole, je ne peux pas faire mes stations, etc. Donc j'ai besoin de pétrole maintenant. Et donc vous êtes prêt à payer votre pétrole à un mois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que votre pétrole à 12 mois. Ce qui est aberrant. Parce que normalement, comme je le disais au début de la vidéo, quand vous payez le pétrole à 12 mois, vous le payez un petit peu plus cher parce qu'il y a une prime de risque, une prime d'assurance par rapport au pétrole à un mois. Et bien là, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc vous voyez cette courbe hallucinante qui part au sous-sol, qui part aux enfers presque, et donc qui est à l'extrême droite donc, du graphique, et que nous connaissons actuellement aujourd'hui. Je précise oui que la courbe verte c'est les prix du Brent, hein, c'est les prix internationaux au marché du baril de pétrole. Et donc vous voyez ces courbes sombres, grises et bleues, qui diminuent fortement en ce moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pareil, ça veut dire que là aujourd'hui vous avez des intermédiaires sur le marché du pétrole, notamment des gens qui font le transport de pétrole, qui ont des tankers, ont réservé, ont loué, ont acheté, possèdent des tankers, etc. Donc qui leur coûtent très cher, hein, l'entretien, l'équipage, le prêt, etc. Hein, d'un tanker, c'est énorme, c'est des coûts très importants. Et donc vous ne pouvez pas faire partir votre tanker rempli au tiers, à 40% ou même à 50%. Pour gagner, en tout cas pas perdre de l'argent, il faut que votre tanker soit quand même suffisamment rempli pour que, en pétrole, pour que vous puissiez quand même survivre, quoi. Voilà. Or aujourd'hui donc on n'a pas assez de pétrole et donc ces gens ont des tankers qui sont à moitié remplis et donc ils sont prêts à acheter le baril beaucoup beaucoup plus cher que le prix du baril au marché. Donc ils sont prêts à se dire écoutez voilà le prix du baril, je sais pas moi c'est aujourd'hui à peu près 110 dollars le Brent. Écoutez moi je vais vous l'acheter 150. Voilà. Je vous l'achète 150, 160. Il faut que je remplisse mon tanker. Tant pis, je suis prêt à surpayer mon baril sur une partie de ma cargaison parce que de toute façon, si je fais partir mon tanker à moitié rempli, je vais perdre de l'argent. Donc entre perdre de l'argent et perdre un petit peu moins d'argent, je vais faire perdre un petit peu moins d'argent et donc surpayer mon baril. Et donc c'est ça que vous avez aujourd'hui, vous payez beaucoup plus cher le baril que ce qu'il est au marché, que le prix du baril au marché. Alors vous voyez quand même au niveau analyse plus long terme que finalement aujourd'hui la situation qu'on connaît est une sorte de, bon évidemment d'undershooting, d'overshooting, enfin bref, on va vraiment dans les extrêmes, mais on peut quand même remarquer, si on prend un petit peu de recul, que on est quand même dans la continuation d'une situation qui a commencé en 2018. Si vous regardez le graphique plus précisément, 2018, donc vous avez une période de backwardisation qui recommence en 2019 jusqu'à fin 2019 et puis qui recommence là depuis 2021. Vous avez ces trois hachures et finalement vous avez quand même une progression qui se dessine et qui prouve qu'on est vraiment en sous-investissement au niveau de l'industrie pétrolière depuis de nombreuses années. Alors vous remarquez aussi en général que les périodes de backwardisation
provoque une augmentation des prix du Brent. Hein, en général, c'est ça. Alors vous avez des exceptions. Vous voyez, en 2019, on a une exception parce que c'est relativement stable. Malgré la hachure bleue, vous avez une bagarre,isation en 2019. Les prix n'ont pas forcément beaucoup augmenté, n'ont pas baissé non plus. C'était probablement lié à un ralentissement de la croissance mondiale, ralentissement au niveau de la Chine, etc. Vous avez aussi parfois des périodes de contango où les prix devraient baisser mais qui ont augmenté. Alors vous avez une exception entre 2005 et 2007. Alors c'est probablement lié au fait que à ce moment-là vous aviez une, une forte, des taux réels négatifs, donc vous aviez un fort afflux de monnaie juste avant la crise de 2007-2008. Et donc je pense que ça a poussé un petit peu les prix à la hausse. Vous aviez sûrement aussi d'autres facteurs explicatifs. Mais de façon générale, quand vous avez un contango, les prix baissent. Et quand vous avez une bacardisation, les prix augmentent ou alors restent relativement stables à la hausse, disons. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez ce graphique, je ne peux pas ne pas penser que le prix du baril de Brent ne va pas arriver au plus haut historique. Les plus hauts historiques qui ont été atteints courant 2008, juste avant la crise ou pendant la crise financière de 2008, où on est arrivé à 140, on a presque titillé les 150. Je ne vois pas comment nous n'arriverions pas de nouveau à ces niveaux-là, alors que nous avons une bacardisation qui est phénoménale, quoi, qui est historique. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. On n'a probablement pas des données de l'industrie pétrolière au début du XXe siècle, où le secteur était encore relativement peu mature, où on a eu probablement des écarts comme ça, etc. Mais bon, le secteur était peu mature, donc il se mettait en place. Donc on a eu probablement des oscillations extrêmement sauvages comme ça. Aujourd'hui, on est sur un secteur mature, et on a quand même des oscillations comme ça, quoi, voilà, qui sont liées à la bêtise des États et des populations. Il me semble, en prospective, et vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que évidemment, là-dessus, c'est assez difficile quand même, mais au regard du graphique, on voit mal comment on ne pourrait pas revenir aux 150 $ le baril de Brent assez rapidement. Pour ma part, je pense qu'en septembre, il est fort probable qu'on retouche les 150 $, hein. En tout cas cet été. Hein, vous avez la drive-in season, c'est-à-dire le fait que voilà, on part en vacances, on prend la voiture, on conduit plus, etc. Hein. Vous avez beaucoup de consommation de pétrole qui sont liées au long trajet, hein, aux dépenses liées aux vacances, au niveau de transport, etc. On se déplace plus l'été tout simplement. Et donc il est fort probable qu'on pète à la hausse, hein, pour parler vulgairement, au niveau du prix du baril de Brent à cause de cette bagarrisation, c'est-à-dire que le marché est très sous-alimenté en pétrole, hein, très sous-alimenté en pétrole. Et il est probable que après on arrive sur une sorte de plateau. Ça m'étonnerait qu'on fasse comme en 2008, avec une forte hausse et une forte baisse, quelque chose d'assez propre, d'assez net, vous voyez, une sorte de coup de canif là en 2008. Ça m'étonnerait qu'on fasse comme ça. Il est probable qu'il y ait un peu de volatilité, mais ça ne m'étonnerait pas si on crée un nouveau plateau. Vous voyez ce plateau de 2011-2014, ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve une sorte de nouveau plateau après avoir augmenté jusqu'à 170 $ le Brent, et qu'on retrouve un plateau de type 2011-2014, et que ce plateau, cette fois-ci, au lieu de s'établir au-dessus de 100 $, et qu'il s'établisse au-dessus de 150 $. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un overshooting au niveau du prix du baril, qu'on arrive au niveau du Brent à 160 ou 170, et qu'ensuite, au lieu de retomber, je ne sais pas moi, à 80 ou 90, qu'on soit sur une sorte de plateau, une résistance, une bacardisation longue durée, long terme, et donc un plateau qui laisserait les prix relativement stables à 140, 150, quoi. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une réédite de ce plateau. Je pense donc que nous sommes même pas à la moitié de la bacardisation que nous connaissons actuellement, hein, qui a commencé en 2021. Si vous regardez encore une fois la période 2011-2014, ça a duré 3-4 ans. Hein. Je pense que encore une fois, ça durera au moins 3-4 ans, facilement. Donc on est à la moitié, même pas à la moitié actuellement. Euh, donc voilà, je voulais vous montrer ce graphique qui me semblait très impressionnant, pour rappeler aussi donc les phénomènes de contango et de bacardisation.
quand je vois ce graphique, je ne peux pas ne pas penser que le baril ne va pas augmenter fortement. C'est pas possible. Même si vous avez une récession, encore une fois, la récession ne va pas diminuer l'inflation, elle va faire flamber l'inflation. Donc c'est encore un phénomène qui devrait affaiblir le dollar et donc augmenter le baril, puisque vous avez une corrélation inverse entre le prix du baril et l'indice du dollar. L'inflation, tout simplement, inflate tous les prix, donc elle inflatera Le baril. donc très franchement, pour moi, même si aujourd'hui il y a eu une petite correction sur les prix du baril depuis quelques semaines, depuis comment dire, l'action de la Fed notamment de relèvement de ses taux, et puis depuis aussi le fait qu'on entrevoit la récession du premier semestre 2022 de façon plus claire, eh bien même s'il y a eu cette correction, je pense que les prix du baril vont avoir un canal haussier là désormais sur les semaines et les mois à venir qui va être assez net et assez franc. Nous verrons bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce graphique qui me semblait très beau, où on décèle quand même la folie de ce qu'on a fait depuis 2020, pardon. Voilà, c'est assez regrettable, mais bon, c'est comme ça. Et de toute façon, le marché retrouve toujours l'équilibre, et il retrouve l'équilibre par des mouvements sauvages à court terme, mais in fine, c'est pour notre bien. Voilà, c'est pour retrouver l'équilibre et une relative stabilité pour permettre des échanges, etc. sur la durée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Salut!